Merci Romy. Merci. Yolande, peut-être? Je partage mon écran. Hop. En principe, vous devriez avoir accès à la présentation. Oui, c'est bon. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais je le réprécise pour les personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à couper vos micros et vos caméras, ça évitera les interférences. Merci à tout le monde. Alors, merci Romy pour cette introduction et merci à vous tous d'être présents pour suivre ce webinaire qui est consacré au scénario post-confinement pour le déploiement des nouvelles mobilités. Donc, je suis Yolande Vergiano-Viricel, docteur en droit, spécialisée en responsabilité civile et assurance. Je suis responsable des activités de recherche juridique chez VDCOM et co-directrice du CESU, aspect juridique des véhicules autonomes. J'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui de Jean-François Huer, qui est consultant VDCOM véhicules autonomes et connectés et qui intervient également dans le cadre du CESU que nous avons à Aix-Marseille Université. Alors, la présentation d'aujourd'hui, nous vous la proposons en deux parties. Une première partie consacrée au constat Covid sur le marché de l'automobile et des transports, et une deuxième partie qui sera dédiée au scénario post-confinement, les réflexions que nous pouvons avoir sur l'après-Covid. Alors, évidemment, il s'agit de réflexions. Nous n'aurons pas, bien sûr, les réponses exactes à toutes vos questions, mais il s'agit ici d'évoquer quelques pistes d'évolution et de voir comment le droit s'adapte déjà à ces contraintes liées à la pandémie. Alors, quelques mots sur VDCOM pour commencer. Pour ceux qui ne connaissent pas VDCOM, c'est une fondation partenariale publique-privée qui est reconnue par l'Agence nationale de la recherche et qui a pour objectif d'étudier notamment les questions de mobilité plus durable d'un point de vue écologique, autonome et partagé. Fondation publique-privée, ça signifie que nous avons au sein de nos membres à la fois des partenaires institutionnels, des entreprises privées, des académiques, des territoires, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, ce qui permet à VDCOM d'être véritablement un tiers de confiance et de pouvoir proposer non seulement des études sur des sujets extrêmement variés, mais également d'avoir en son sein plusieurs partenaires venus de mondes différents, ce qui permet d'avoir une richesse extrêmement importante dans le cadre des recherches. Sur le service juridique que je représente aujourd'hui, en ma qualité de responsable des activités de recherche juridique, nous avons un partenariat solide avec Aix-Marseille Université et 3 doctorants qui sont issus de cette université, de laboratoires différents, qu'il s'agisse du laboratoire droit privé sciences criminelles, de l'Institut des assurances ou encore de centres de recherche administrative. Tous ces doctorants sont co-encadrés à la fois par un universitaire spécialisé dans leur domaine et par moi-même qui est une approche un peu plus transversale de la thématique puisque je travaille sur ces thématiques véhicules autonomes entre guillemets depuis 2014. En guise d'introduction maintenant sur le webinaire et pourquoi on s'est posé ces questions liées aux mobilités. Eh bien, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la loi d'orientation des mobilités, qu'on nomme couramment la LOM, a été adoptée le 24 décembre 2019. Et elle s'inscrit parfaitement dans la feuille de route de VDCOM et au-delà de VDCOM du service de recherche juridique, puisque parmi ces articles qui nous intéressent, on constate qu'elle encourage les innovations en matière de mobilité et qu'elle favorise les expérimentations des nouvelles mobilités. Donc on a deux aspects dans cette loi d'orientation des mobilités qui sont à la fois la délégation de conduite et je dirais l'encouragement du véhicule en tant que tel, mais également du service qui pourrait évoluer avec ou non des systèmes de délégation de conduite, et on aura l'occasion de le revoir un peu plus loin dans le cadre de cette présentation.
Donc évidemment, cette loi, elle suit un processus qui a été entamé en France en 2015 avec la loi de transition énergétique. Et depuis, brique après brique, le législateur a, on va dire, encouragé l'introduction des véhicules à délégation de conduite pour que la France reste ultra compétitive par rapport à ses voisins étrangers et que nous puissions avoir un cadre législatif adapté à la fois à l'introduction du véhicule sous certaines réserves, mais aussi des services non plus de droit au transport, mais de mobilité, puisque on constate dans le cadre de la LOM un transfert de cette notion avec des incidences un peu différentes, puisque le droit au transport, ce n'est plus seulement la question d'avoir accès à un engin, mais c'est véritablement la question d'avoir la possibilité d'avoir accès à d'autres territoires. Et donc le véhicule autonome au sens très large, on aura l'occasion de revenir sur la définition du véhicule autonome, devrait permettre de promouvoir le transport public de personnes et d'encourager le développement des solutions de mobilité innovantes afin, dit le texte, de favoriser la multimodalité et l'intermodalité. Alors, je vous propose de voir ensemble cette première partie consacrée au constat sur le marché de l'automobile et des transports, avec une présentation du contexte automobile et quelques mots sur l'arrêt des expérimentations sur route ouverte qui a été rendu nécessaire du fait de la pandémie. Jean-François, est-ce que tu veux peut-être commencer? Oui. Merci Yolande, c'est toi qui as la main sur les slides, je crois. Oui, voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, donc Jean-François Huer, je suis consultant, comme l'a dit Yolande, pour VDCOM sur les sujets de conduite autonome et d'environnement réglementaire de la conduite autonome. Mais là, aujourd'hui, donc, je vais vous parler de ce que je peux envisager, enfin, ce qu'on peut collectivement partager sur le marché automobile. Alors, ce slide, je l'ai volontairement choisi pour marquer le coup tout de suite, puisqu'on est en train de parler de l'après-Covid. Et là, on a vu ce que c'était le pendant Covid. Et le pendant Covid, vous savez tous que le marché automobile, ici en France, donc des données issues du comité des constructeurs français d'automobile, s'est effondré. On l'espère pas trop longtemps. Et que les prévisions aujourd'hui, selon Ipsos notamment, c'est une baisse du marché automobile au niveau mondial probable pour 2020 de 20 à 25%. Donc on est aujourd'hui dans un contexte qui est quand même très particulier parce que le Covid a tout stoppé, pas seulement l'automobile, hein, l'aéronautique est également extrêmement touchée. Et donc, toute la question, tout le problème qu'on va avoir aujourd'hui, c'est de commenter ce qui peut se passer par la suite. Comment va pouvoir se placer le véhicule autonome? Les véhicules autonomes, je crois qu'avec Yolande, on aura l'occasion de préciser un peu plus de quoi on parle quand on parle de conduite autonome et de véhicules autonomes. Toujours est-il que quand on parle de véhicules normaux, aujourd'hui, le marché s'est effondré en France et donc la question est de savoir maintenant ce qui va pouvoir se passer. Donc j'avais prévu de vous dire en tout début de ce slide que la prévision c'est un art difficile, surtout quand il s'agit du futur ou de l'avenir. Et donc là, évidemment, loin de nous l'idée de vous dire ce qui va se passer parce que je crois qu'il n'y aurait pas grand monde qui serait capable de mettre sa main au feu sur cette situation-là qui est extrêmement neuve, extrêmement nouvelle et on ne sait pas bien, mais on espère quand même que les choses vont se rétablir. Donc, tu peux passer au slide d'après, Yolande, merci. Donc, voilà, ce qu'on peut dire quand même sans trop prendre de risques, c'est que l'avenir du marché automobile, on va dire dans les mois qui viennent, il est, entre guillemets, très compliqué. Donc, évidemment, le contexte en France, c'est ce qu'on vient de voir sur le slide précédent. Des groupes comme PSA, ils ont, dans les 4 premiers mois, une baisse de 15% de leur chiffre d'affaires. Renault, tout le monde sait mieux que nous que il y a un plan de redressement parce que la situation est également compliquée pour Renault. Et si on élargit un petit peu le scope de notre vision, je dirais à l'Europe, voire au monde, donc on a vu qu'on anticipait un marché plutôt en baisse de 25% sur le monde et que déjà des annonces pas très très sympathiques se font sur la presse, comme Nissan qui a prévu quand même de diminuer sa capacité de production, GM qui déjà annonce des licenciements, Bentley aussi un quart de ses effectifs, et on pourrait continuer la liste. Le marché européen, je dirais, l'Europe en tant que telle, en tant que producteur, l'Europe était quand même une zone géographique où il y a énormément de constructeurs de très haut niveau
automobile. Et l'ACEA, qui est son organisme de représentation, annonce quand même que les exportations et les productions de voitures particulières, hein, on verra après tout à l'heure que la situation peut être différente en fonction des types de véhicules, eh bien, elles seraient plutôt à la baisse. Donc là, aujourd'hui, le contexte est compliqué. Donc ça va aussi vouloir dire que les investissements des entreprises automobiles vont peut-être prendre un petit peu de délai en termes de R&D. Bon, tout ne va pas s'arrêter. Quand on commence à traîner un peu ses oreilles, certains d'entre vous ont peut-être même des meilleures oreilles que moi, on sent quand même que les gens, en tout cas en France, les informations que j'ai, c'est qu'ils retournent dans les concessions et puis que ça semblerait quand même frémir un petit peu. Donc, soyons quand même un peu optimistes, ça va peut-être se redresser plus vite que ce panorama pessimiste. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans ce contexte de marché automobile, les questions qu'on va devoir se poser, c'est la mobilité, le besoin, il existe toujours. Donc, le besoin de mobilité va se heurter avec le post-Covid à des problématiques de type retour un peu en catastrophe, je dirais, vers la voiture particulière par peur de rencontrer l'autre. Donc, tous ces comportements-là vont être à surveiller de près pour voir comment les gens vont, dans un premier temps, se protéger en revenant vers la voiture individuelle, mais rapidement aussi, on verra bien que les villes ne sont pas capables, ou les organismes d'organisation des transports publics notamment, ne sont pas capables d'absorber, que ce soit les routes ou les mobilités alternatives, tout ce mouvement d'un seul coup. Donc voilà, mon message, c'est grande incertitude, mais contexte compliqué. Économiquement d'abord, parce que c'est ça qui va tout diriger, et donc je pense que la rentrée et les 3 derniers mois de l'année 2020 vont être extrêmement importants pour voir un petit peu comment se passe à la fois la situation économique des constructeurs automobiles, leur capacité d'investir dans la recherche et de continuer d'investir dans le véhicule autonome, et également le pouvoir d'achat des gens, et comment ils vont pouvoir faire pour rejoindre leur lieu de travail, avec bien sûr un contexte de télétravail aussi qu'on essaye d'estimer, mais qui va probablement être plus important à l'avenir qu'il ne fut dans le passé. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le contexte automobile. Évidemment, on peut y passer l'après-midi, mais je crois que je n'ai pas envie de le faire. Et donc, tout à l'heure, on aura peut-être l'occasion de creuser tel ou tel point par rapport à vos questions. Alors, pardon Yolande, excuse-moi, j'ai oublié quelque chose parce que j'avais mis une note d'espoir dans ce slide. Juste une information, Volkswagen va investir 2 milliards d'euros dans le développement de la voiture électrique en Chine. Donc, à la fois, le contexte est compliqué, économiquement difficile, mais à la fois, je crois qu'on peut quand même faire confiance aux acteurs de l'industrie automobile pour déjà presque, je dirais, accélérer l'étape d'après. Et j'avais trouvé cette information sur Internet assez intéressante. Volkswagen déjà met beaucoup d'argent pour vraiment mettre le paquet sur le véhicule électrique en Chine. Pardon, tu peux aller à la suite. Les éléments qui suivent portent sur l'arrêt des expérimentations sur route ouverte. Et merci Jean-François pour ce rappel du contexte autonomie dans le cadre du marché, j'ai envie de dire. Sur le constat Covid, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, comme toutes les activités en France, les expérimentations ont subi un coup d'arrêt avec les mesures de confinement qui ont été prises. Et nous avions eu l'occasion avec Maître Adri de revenir sur les conditions juridiques qui avaient été posées pendant le confinement. Et vous aurez, dans le cadre de ces slides, tous les liens pour prendre connaissance de ces informations sur lesquelles je ne vais pas revenir aujourd'hui. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en réalité, la période de confinement a effectivement mis un coup d'arrêt sur les expérimentations, on va dire, pratico-pratiques. Mais il faut savoir que ce soit à VDCOM ou dans d'autres centres de recherche, ces expés, elles se sont poursuivies notamment sur simulateur lorsque c'était possible, voire sur vidéo lorsqu'on pouvait y avoir accès. Ce qui permet de dire que la recherche, elle, ne s'est pas arrêtée avec la pandémie, bien au contraire. Elle a permis aussi de prendre beaucoup de recul sur le véhicule, sur le service et sur les possibilités qui vont s'ouvrir
à nous avec le post-confinement. D'un point de vue social, peut-être, est-ce que tu veux prendre la main, Jean-François? Ce que je voulais dire juste en complément de ce que tu dis, Yolande, c'est que par exemple, Uber annonce la reprise prudente, SIC, prudente de ses essais aux États-Unis. Par contre, dans le même temps, semble abandonner ses activités de recherche sur l'intelligence artificielle. Donc, pour l'instant, je dirais c'est un peu tôt, mais il se passe des choses. C'est-à-dire que les vrais essais reprennent quand même prudemment. Et puis peut-être que certaines sommes sont réorientées. Je ne sais pas exactement le décrypter. Peut-être que parmi les participants, on aura des questions là-dessus. En tout cas, les essais vont reprendre. Les essais physiques, je dirais, sur route. On peut penser à L3 Pilot en Europe aussi, qui vont probablement redémarrer. Donc, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais je pense que de toute façon, les essais vont reprendre prudemment, avec des contraintes. On en parlera plus tard sur l'usage des mobilités alternatives, mais avec des contraintes par rapport aux personnes qui participent aux essais pour respecter les distances physiques, quoi. Voilà. Oui, sur les contraintes, on aura l'occasion d'y revenir puisque le législateur s'est penché sur cette question pendant le confinement. Ce qu'on peut ajouter également sur ces questions, c'est que finalement, la période actuelle a permis de mettre en évidence la nécessité d'avancer prudemment, pour reprendre les essais prudents d'Uber, et d'avancer pas à pas sur le déploiement du véhicule autonome au sens large. J'entends par là que, effectivement, quand on entend que les recherches sur l'intelligence artificielle sont peut-être un peu stoppées, c'est peut-être aussi pour mettre en avant les premiers niveaux de délégation, pour le dire autrement, et pour prendre déjà la température de ce qui se fait aujourd'hui en matière technologique et comment introduire progressivement de plus en plus d'autonomie dans le véhicule, comment intégrer de plus en plus la délégation de conduite sans aller tout de suite au véhicule totalement autonome. Mais on y reviendra aussi. Je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, Yolande, parce qu'il faudrait bien qu'on précise aussi le contexte, qui Exactement. était déjà un contexte pré-Covid, et il faudra qu'on essaie de réfléchir sur le contexte après-Covid. Mais Exactement. déjà, avant le Covid, il se passait des choses en termes de, je dirais, de réalisme de certains niveaux d'autonomie sur lesquels pas mal d'industriels faisaient l'impasse pour un moment pour se concentrer sur, on va dire concrètement, des niveaux d'autonomie au maximum à 3, quoi. Voilà. Exactement. Et la dernière information sur les constats que l'on pouvait faire sur cette période de confinement, c'est de dire que juste avant le confinement, le WP1 à Genève, donc le groupe de travail sur la modification à la Convention de Vienne, avait pris une position. Alors, on n'a pas encore adopté officiellement l'amendement, mais a acté la possibilité d'adopter un nouvel amendement à la Convention en septembre prochain, amendement qui pourrait permettre d'envisager tous les niveaux de délégation de conduite. Donc, on va dire que la situation va dans le bon sens tout de même concernant la délégation de conduite, et qu'on va pouvoir la déployer tant sur le véhicule privé que sur les systèmes, les services de transport et de partage de la mobilité. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en termes de constat, et on peut déjà peut-être faire un premier point sur les éventuelles questions, s'il y en a eu pendant cette première partie de présentation. Des questions ou des remarques, des compléments peut-être que les participants au webinaire peuvent peut-être nous apporter, parce qu'on n'est forcément pas exhaustif, c'est un vaste sujet. Si vous avez des suggestions, des idées ou des... Alors, si vous remontez un peu, on a une question de Carlos qui est « Savez-vous quel est le statut de l'ordonnance sur les services des véhicules autonomes ?» Ah, alors Yolande. Le statut de l'ordonnance sur les services. Alors, oui, on va y revenir. Pour l'instant, pendant la période de confinement et post-confinement, le législateur a mis, on va dire, un accélérateur
surtout sur les questions de covoiturage, et j'aurai l'occasion de vous donner quelques éléments. Sur l'ordonnance dédiée, je pense que c'est sur l'ordonnance dédiée aux navettes autonomes, il faut le voir en lien avec justement cet amendement à la Convention de Vienne qui pourrait être adopté en septembre. Tant que l'amendement à la Convention de Vienne n'est pas adopté et ne permet pas d'envisager tous les niveaux de délégation de conduite et de se passer d'un conducteur en contrôle du véhicule, va être assez difficile de se positionner sur l'ordonnance en tant que telle. Même si, évidemment, elle n'a pas été abandonnée. Et rappelons-le, la LOM offre quand même 24 mois pour prendre ce texte-là, ce qui nous laisse quand même encore un peu de temps pour envisager la publication de cette ordonnance et le déploiement de ces systèmes. Je crois qu'on a aussi l'ordonnance qui concerne alors parce que j'essaie de répondre à la question peut-être telle qu'on la comprend, il y a aussi tout le sujet de la mise à disposition de données véhicules, parce qu'on parle souvent de véhicules autonomes et connectés. Moi, j'ai fait un peu une fixation pour essayer de bien faire la différence entre la fonction d'autonomie de conduite et la fonction de connectivité automobile, ce qui sont convergentes mais pas forcément simultanées et qui peut-être à terme le seront. En tout cas, il y a une ordonnance qui n'est pas encore adoptée, mais qui concerne également les données véhicules mises à disposition de façon très ouverte. Moi, j'y vois juste, il faudra attendre la fin des discussions, mais j'y vois juste une légère contradiction avec des actions qui peuvent être menées en parallèle par l'Europe, l'Union européenne, où il y a d'une part l'Europe qui essaie de réglementer les questions de données automobiles, et en même temps la France qui fait une ordonnance de son côté. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui risque de causer des débats sur lesquels on n'a pas encore la réponse définitive. On va passer à la prochaine question du coup de Mireille. Les investissements R&D, c'est sur le véhicule autonome ou avant tout sur le véhicule électrique? Je me réservais cette question parce qu'on a prévu de donner quelques éléments justement dans la deuxième partie. Donc, okay. je me réserve la question pour la deuxième partie si on n'a pas répondu dans le cadre de notre présentation. Faut pas l'oublier. Hein, parce que non, je l'ai noté. Ça marche, je vous le rappellerai. On a une remarque aussi de Just Vantôme qui nous donne le détail sur la situation Covid-19. Donc ça, on vous le renverra après par mail. Laurent nous dit que Renault reprend ses roulages de véhicules autonomes sur le territoire de Paris-Saclay la semaine prochaine. Et j'enchaîne sur la question d'après qui est: pourriez-vous nous informer sur l'état actuel au niveau de la réglementation de l'accès aux données, législation secondaire en cours sous la LOM? Merci. Merci Laurent. J'en profite pour saluer Yost, qui est un ami que je suis très content de voir ici. Bonjour Yost, de la CEA. Je pense avoir, Yost, répondu un petit peu à la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la LOM a prévu effectivement une ordonnance qui, je dirais, ouvre très largement l'accès aux données à tous, et que c'est un sujet de discussion. Il y avait d'ailleurs une matinée à Paris organisée sur ce thème avec beaucoup d'acteurs de la voiture connectée au mois de mars, à laquelle j'ai participé, et où il se trouve que dans une autre casquette que j'ai eu l'occasion de promouvoir le fait que l'accès aux données à la voiture ne se ferait pas de la même manière qu'à un smartphone. Et donc, il me semble détecter une légère contradiction dans les projets de la LOM autour de la connectivité automobile, et ce qui serait vraiment sérieux de faire au plan européen, et qui est en cours, je le sais, sur la sécurisation des échanges et surtout d'éviter d'intervenir sur des voitures en roulage pour des questions de sécurité des personnes. Donc ça, c'est pas encore aujourd'hui statué. Et je pense qu'on aura la réponse, alors avec peut-être un délai, je ne sais pas, Yolande, si le fait qu'il y ait eu une crise Covid de 2 mois va retarder également tous les processus législatifs ou même de signature d'ordonnance, mais en tout cas, c'était prévu qu'à la fin de l'année 2020, une décision soit prise là-dessus. Mais il y a encore des discussions et je pense qu'il faut qu'il y en ait encore des discussions parce que cette ordonnance n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on peut avoir comme idée de la sécurité routière en automobile. La voiture n'est pas un objet connecté comme les autres. Voilà. Pour compléter, effectivement, comme tu le disais, il y a déjà des interrogations d'un point de vue technique sur ces accès-là. Il faut que ce soit clarifié d'un point de vue strictement technique pour que le juridique puisse s'y associer pleinement. Et en effet, la crise Covid va impacter nécessairement la présentation des textes devant le Conseil d'État et donc la mise en œuvre des textes d'application de la LOM. Alors,
pas tous, parce que vous allez le voir tout de suite, on a quand même quelques textes qui ont été pris même pendant la période de confinement, ce qui montre la volonté du législateur de donner un coup d'accélérateur, notamment au déploiement des nouvelles mobilités et des mobilités partagées qui ont eu une place importante dans le cadre de la LOM. Maintenant, il est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un retard sur le calendrier initial. On peut déjà le constater qu'il y a des retards sur ce qui était prévu initialement. Mais la LOM laissait suffisamment de temps pour pouvoir prendre ces textes-là. Et je pense que ce retard sera, somme toute, assez mesuré. Et quoi qu'il en soit, il sera nécessairement comblé avant la fin du délai imparti pour pouvoir prendre toutes les mesures qui s'imposent. Voilà. Yolande, je me permets, il y a encore 2 questions, si on peut prendre quelques minutes pour y répondre. Du coup, on a une question d'Axel qui demande si, sur le lien des nouvelles mobilités et leur inclusion dans les infrastructures, est-il nécessaire de créer de nouvelles infrastructures et sont-elles adaptées aujourd'hui? Est-ce que tu veux que je tente une réponse, Yolande, ou Vas-y, je t'en prie. La question des infrastructures, c'est vraiment une question extrêmement intéressante, donc c'est une bonne question. Pour autant que je sache, l'administration française, pendant très longtemps, avait considéré que les infrastructures étaient un petit peu annexes par rapport au sujet, et je peux dire qu'elle a réalisé il y a quelques mois qu'effectivement les infrastructures auront un rôle à jouer, et ça paraît relativement naturel. Donc aujourd'hui, si on parle de véhicules autonomes, ou on va dire de véhicules connectés et autonomes, les infrastructures auront forcément un rôle à jouer. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, sur des niveaux d'autonomie très élevés, c'est clair qu'elles ne sont pas prêtes. Mais par contre, pour accueillir des niveaux d'autonomie, pour ceux qui sont à l'aise avec ces notions de niveau jusqu'à niveau 3, on peut admettre que les infrastructures sont prêtes dans la mesure où la voiture est extrêmement autonome et de toute façon, les questions de responsabilité sont clairement centrées sur les conducteurs. Donc je dirais aujourd'hui, c'est à la voiture de s'adapter aux infrastructures telles qu'elles sont. Mais dans l'avenir, c'est évident que les infrastructures auront un rôle à jouer. Plus le niveau d'autonomie sera important, plus elles auront un rôle à jouer, et pas seulement les infrastructures physiques, en termes de rayons de courbure, en termes d'état des routes, en termes de maintenance, qui est un vrai sujet, hein, et en plus extrêmement dimensionnant en termes d'investissement, mais également les infrastructures, on va dire entre guillemets virtuelles, c'est-à-dire que l'infrastructure, elle va être aussi communicante, elle va être aussi supportée par le 5G, le Wi-Fi automobile, etc. Donc tout ça, ça se met tranquillement en place, je dirais peut-être très lentement en place, mais de toute façon, à terme, oui, les infrastructures, elles auront un rôle essentiel à jouer. Et aujourd'hui, pour des niveaux d'autonomie élevés, je pense qu'elles ne sont pas prêtes. Super. On a une remarque de Mireille qui nous dit qu'en Chine, des véhicules autonomes ont été testés à Wuhan pendant la pandémie pour des services, notamment… Mireille va plus vite que le webinaire lui-même, puisqu'on a… Toujours. parce qu'effectivement, on va en parler de cette expérimentation. Super. Alors, j'en dis pas plus. Non, mais on a des participants au webinaire qui en savent plus que nous, Yolande. C'est extrêmement agaçant. Je rebondis juste avant la dernière question sur une remarque de Yost qui dit qu'un autre point crucial pour nous, les constructeurs, est la représentation digitale de l'information routière, Digital Twins of Physical Road Infrastructure. Et la France a le projet SAM, si je suis bien informée. Oui, exact. Yost est très très bien informé. Donc le projet SAM suit son cours et il a un work package ou un volet qui concerne l'infrastructure digitale, absolument, c'est vrai. Super. Et donc, la dernière question de cette première partie sera, est-ce que le domaine des Bouygues Télécom et de SFR, pardon, est-ce que le domaine de Bouygues Télécom et de SFR de reporter le déploiement de la 5G peut retarder le développement de la voiture connectée? C'est peut-être parce que le projet de Bouygues Télécom et de SFR… Non, il y a des grosses questions sur la 5G aujourd'hui, parce que d'une part, la 5G, on peut peut-être… Alors, ça dépend si on parle de l'Europe, du monde ou que sais-je, mais la 5G pose plein de questions. Déjà, ça pose des questions d'investissement énormes, et ça, je pense que pour SFR et Bouygues Télécom, il y a des questions qui se posent par rapport aux licences à payer et au développement des réseaux. C'est extrêmement coûteux de développer un réseau 5G. Moi, j'ai la conviction qu'un jour, ça se fera. Leur position, c'est sûr qu'elle ne va pas accélérer le déploiement de la 5G en France. Pour autant, aujourd'hui, pour ce qu'on fait avec des voitures connectées, s'il s'agit de faire du temps de service et non pas du temps réel de sécurité,
C'est-à-dire, en gros, s'il s'agit de faire du service avec les voitures connectées, les réseaux actuels permettent de faire du service. C'est déjà le cas. S'il s'agit de faire des fonctions de sécurité avec des hauts niveaux de fiabilité et des temps de réponse très courts, là, c'est soit la 5G, en espérant qu'elle soit capable de répondre aux besoins, soit ce qu'on appelle le G5 ou le Wi-Fi automobile, enfin bref, des bornes sur le bord de la route qui permettent de faire de la communication entre l'infrastructure et la voiture dans un temps très court, par exemple pour alerter qu'une voiture arrive à droite et qu'on ne la voit pas, et donc entraîner, par exemple, un freinage d'urgence sur une voiture. Là, je dirais, on a besoin des temps de réponse de la 5G et ou des bornes de route en Wi-Fi automobile. Aujourd'hui, c'est extrêmement peu développé et si tous les opérateurs ne se mettent pas sur la 5G, ça va forcément faire retarder ce type de fonction de sécurité. Mais honnêtement, on n'en est pas là parce qu'on parle de niveau d'autonomie extrêmement élevé et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a envie de se risquer à faire freiner une voiture tout seul en prenant la responsabilité à lui tout seul. Hein, voilà. Yolande et Jean-François, on a encore quelques questions de Fatima notamment, des remarques de Carlos et de Yost, mais ce que je vous propose, c'est qu'on avance sur le reste de la présentation et qu'on se laisse un peu de temps à la fin de votre deuxième partie pour qu'on reprenne l'ensemble des questions et des remarques. Très bien. Ça vous va? Très bien. Très bien. C'est reparti. Alors, cette deuxième partie, elle est consacrée aux réflexions sur l'après-Covid-19. Et on a imaginé deux scénarios avec Jean-François. Un premier scénario porté sur le renouvellement de l'offre de transport, on pourrait même dire sur l'offre de mobilité. Et un second scénario sur le véhicule privé, en posant la question: est-ce que le véhicule privé va être le grand gagnant ensuite de cette pandémie? C'est une question, évidemment. Nous ne prendrons pas position dans le cadre de ce webinaire, simplement quelques éléments de réponse tirés notamment du droit et des conditions juridiques qui ont été imposées par le législateur. Alors, je vous le disais précédemment, pendant le confinement, le législateur a profité de cette période pour accélérer le processus visant à encourager le déploiement de nouveaux services de mobilité. Et parmi les textes qui ont été pris pendant cette période, on notera notamment le premier consacré au forfait mobilité durable et le second qui date de la semaine dernière. Alors, deux décrets du 5 juin qui portent sur la nature des frais de covoiturage et les conditions au versement de l'allocation par l'autorité organisatrice de mobilité, également la définition du seuil de distance applicable aux très courts trajets de covoiturage. Ce qu'on peut dire sans rentrer dans le détail, c'est que cette période peut aussi montrer tout le bénéfice, alors je parle d'un point de vue même écologique, de désengorgement des villes. Puisque nous étions tous en télétravail ou presque, on l'a constaté, des études l'ont démontré, effectivement, on respirait mieux, la nature avait repris ses droits, et on peut envisager que on va dire ce renouveau puisse se déployer avec de nouvelles mobilités, avec le renouveau des mécanismes qui avaient été intégrés par la LOM et déployés davantage, on va dire, même par la LOM avec les systèmes d'autopartage et de covoiturage, ce qui pourrait favoriser ce renouvellement de l'offre de transport, que ce soit par l'engin véhicule, alors avec plus ou moins de délégation de conduite, que ce soit aussi par des systèmes de location des nouveaux engins de déplacement. Alors on pense au vélo bien sûr, mais on pense aussi aux trottinettes qui permettent de se déplacer, certes sur une courte distance, mais qui permettent d'éviter peut-être des transports en commun ou des transports, on va dire, collectifs au sens large, où on pourrait être amené à côtoyer un peu plus de monde. L'idée de cette slide, c'est de démontrer que
avant toute chose et avant même de parler du véhicule, du véhicule autonome, des niveaux de délégation, le législateur a déjà pris les mesures qui s'imposaient pour encourager le partage des véhicules et pour encourager le partage des véhicules actuels, des véhicules classiques. C'est ce qui nous a conduit à cette réflexion de dire peut-être que la pandémie va permettre le renouvellement de l'offre de transport. Mais dans le même temps, on va le voir tout de suite, la situation que nous avons rencontrée et que nous rencontrons encore pose un certain nombre de contraintes et de questions juridiques sur comment endiguer l'épidémie et comment prévenir la propagation du virus. Donc, on distingue deux périodes. Une première période dite du confinement, hein, comme vous le savez, avec un décret qui est relativement flou sur les distanciations sociales, les barrières, sans définition précise de ce qu'on entend par distanciation sociale ou barrière. On peut le comprendre puisqu'on était pendant la phase du confinement, on va dire de manière assez naturelle, la distanciation sociale était effectuée dans les transports sans qu'on impose véritablement une distance précise. Le télétravail était privilégié, le recours au transport était quand même assez peu utilisé. Et on va le différencier tout de suite de la deuxième phase du déconfinement, où cette fois-ci, le décret intègre une distance d'au moins 1 mètre entre deux personnes. On l'a vu, le travail reprend progressivement. Et qui dit reprise du travail, eh bien, de nouveaux déplacements. Et il était, je pense, indispensable dans le cadre des textes législatifs d'introduire cette fois-ci des mesures un peu plus précises pour expliciter ce qu'on entendait par la distanciation sociale, par les mesures barrières, et on le voit également par la prescription par le législateur de l'obligation du port du masque, de mesures d'affichage sur les respects des règles d'hygiène, de distanciation notamment. Et ces mesures pourraient en réalité peut-être être un frein à ce renouvellement de l'offre de transport qu'on espérait tant. En réalité, pourquoi toutes ces mesures? D'un point de vue juridique, au sein du service juridique de VDCOM, on s'est déjà posé ces questions-là et Nicolas Rodriguez, qui fait une thèse sur assurer les nouvelles mobilités, prépare actuellement une étude sur la question de l'obligation de sécurité du transporteur. L'obligation de sécurité du transporteur, c'est une vieille obligation qui date de 1911, puisque la jurisprudence avait intégré dans le cadre du contrat de transport une obligation accessoire de sécurité qui est celle de transporter de manière saine et sauve le voyageur d'un point A à un point B. Cette obligation de sécurité, elle a évolué depuis 1911. Aujourd'hui, cette obligation de sécurité, elle est de résultat et elle permet effectivement d'intégrer sans doute ces questions de propagation du virus. Alors, on peut se poser la question, si une seule personne contracte le virus en prenant un transport en commun, évidemment, la question de la preuve va être compliquée à rapporter. Hein, la preuve du fait que le virus a été effectivement contracté pendant le trajet effectué un lundi matin à 9h pour se rendre sur son poste de travail, ça va être extrêmement compliqué. Maintenant, si on s'aperçoit que plusieurs personnes prenant exactement la même ligne de bus contractent toutes le virus, la preuve pourrait être facilitée. Et on pourrait envisager cette obligation de sécurité du transporteur qui n'aurait pas pris toutes les mesures nécessaires pour endiguer la propagation du virus.
L'autre point qui nous semble important, c'est également de mettre l'accent sur l'obligation de sécurité de l'employeur. Pourquoi pendant le Covid et même aujourd'hui, pendant le confinement et même aujourd'hui, nous avions l'obligation de produire une attestation de l'employeur qui précisait qu'il était indispensable aux salariés de se rendre sur son poste de travail. Eh bien, quelque part, c'est aussi sur le fondement de cette obligation de sécurité de l'employeur. L'employeur pourrait engager sa responsabilité en cas de faute inexcusable, accident ou maladie professionnelle, si il n'a pas pris les mesures pour éviter la réalisation du risque, le risque étant ici de contracter l'épidémie, le virus. Ces questions-là, elles sont assez importantes d'un point de vue juridique. Elles vont se poser très certainement, notamment à l'égard des personnels soignants pour lesquels on a entendu que le virus pourrait être intégré au titre des maladies professionnelles. Donc, ces questions, elles sont importantes. Elles permettent de mettre en évidence les contraintes juridiques qui pourraient constituer un frein à ce renouvellement de l'offre de transport. Et à ces contraintes juridiques, je dirais aussi qu'il peut y avoir un frein peut-être social. Jean-François, est-ce que tu veux prendre la parole sur ce point ? Si tu me la prêtes, je veux bien. Je te prête la parole. Next, please, dear Yolande. Avant de te donner, du coup, j'avais ce petit stop Covid pour moi qui était intéressant, qui va faire la transition avec effectivement les craintes des usagers. Stop Covid, j'en dirais juste quelques mots dans le cadre de ce webinaire pour dire que évidemment, il traite de données à caractère personnel. Évidemment, on parle de géolocalisation. Évidemment, ces données sont des données personnelles au sens du RGPD. Mais la CNIL semble avoir validé ce dispositif parce qu'on peut effectivement, sous certaines conditions, traiter des données à caractère personnel, notamment dans l'intérêt général. Et ici, bien entendu, l'objectif de Stop Covid, c'est d'endiguer la pandémie. Donc, voilà tout ce que je voulais dire sur cette application et je te donne la parole immédiatement. D'accord. Bon, en fait, moi, je suis sur ce sujet-là, j'ai fait quelques recherches et j'ai essayé de voir, en fait, finalement, je lève une difficulté pour les usagers aujourd'hui, je la note et on verra si on la partage. En fait, en France, hein, j'ai fait un contexte français là. En fait, il y a eu, pour certains qui le savent, des grosses grèves, on dirait en 2019, qui ont obligé les gens, pendant des semaines et des semaines, à se reporter massivement vers des mobilités alternatives, souvent qualifiées de douces. Ici, les Vélib, mais les trottinettes, bien sûr, les vélos électriques, les scouts, les city scouts, qui sont des scooters électriques en autopartage, etc. Bon. Dans un contexte où, en même temps, l'autopartage sur Paris ou dans certaines villes est en difficulté économique, il y a quand même eu un besoin très net et du coup presque une découverte des usagers de ces nouveaux moyens de se déplacer, on va dire, dans les centres urbains très denses. Et puis voilà qu'arrive le Covid. Donc ce Covid est arrivé sur un contexte où les gens massivement s'étaient reportés vers ces mobilités-là. Et tout le monde enfermé chez soi, les réflexions sont arrivées, mais comment vais-je faire pour me servir de ces systèmes-là qui sont essentiellement basés sur le partage? Je prends un vélo qui vient d'être pris par quelqu'un, je prends une voiture qui vient d'être occupée par quelqu'un, etc., etc. Bon. Et donc là, aujourd'hui, se pose la question du comportement des gens par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un besoin et surtout, peut-être au-delà du besoin, une acceptation massive d'utiliser ces nouveaux moyens de mobilité, puisqu'ils y étaient obligés à cause des grèves. Alors, ça redémarre aujourd'hui, bien sûr. J'ai pris l'exemple ici que j'ai trouvé dans la presse, donc Blablacar repart, mais Blablacar repart avec une politique dite du passager unique à l'arrière.
Et les blablabus aussi vont repartir doucement, mais avec un taux d'occupation et des précautions. Donc en fait, ce qui se passe, c'est les questions. Alors là, je ne suis pas en train de répondre à des questions, je suis en train de me les poser face à vous. C'est comment les gens vont se comporter par rapport à ça et comment les opérateurs de mobilité, surtout mobilité alternative, vont-ils se débrouiller avec ce sujet? Parce que évidemment, en termes de modèle économique, c'est un petit peu compliqué de dire ce qui était en libre service, qu'on prenait l'un derrière l'autre avant, il va falloir le désinfecter entre deux utilisateurs. Alors c'est vrai pour une voiture, bien sûr, mais c'est vrai aussi pour les vélos, c'est vrai pour les scooters. Alors bon, on peut toujours dire qu'on va mettre des gants, etc. Mais enfin, ça rend les choses un petit peu compliquées. Donc pour tous ces opérateurs d'autopartage, de covoiturage, je dirais l'avenir est un peu incertain. Alors il faut quand même, semble-t-il, ils sont tous en train de s'organiser avec beaucoup d'énergie pour organiser le système, pour que le nettoyage soit fait le plus souvent possible. D'ailleurs, ce n'est pas possible de l'éviter, sinon il va y avoir peut-être, comme disait Yolande, des problèmes de responsabilité. J'ai détecté sur Internet une enquête qui a été faite par l'Association française de défense d'automobilistes, qui s'appelle 40 millions d'automobilistes, qui a questionné plus de 10 000 personnes début mars, pour voir un petit peu comment ils envisageaient l'avenir. Alors, le premier réflexe des gens aujourd'hui, c'est de dire, moi, massivement, je vais revenir dans ma voiture. Parce qu'au moins je suis sûr de croiser personne, c'est safe, et puis je sais si elle est propre ou pas propre, etc. Ceci étant, on peut regarder, je vous invite à aller sur LinkedIn, il y a la directrice de PSA, d'une des marques de PSA qui s'appelle Free2Move, qui semble dire que sur l'autopartage que Free2Move, ou que Renault d'ailleurs, parce que Renault a aussi des voitures sur Paris qui ont un peu remplacé comme Autolib, qui a cessé son activité il y a quelques mois. Donc Renault et PSA semblent voir revenir des clients. En tout cas, il y a une forte demande. Donc la forte demande, il faut qu'ils y fassent face avec des voitures sécurisées. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre en place des systèmes de nettoyage, des organisations pour le nettoyage des voitures, pour être sûr que quand on prend une voiture en autopartage, on ne risque pas d'attraper le Covid. Donc ce que je vois, moi, c'est qu'il y a une forte tendance au repli sur soi par crainte. Donc là, il y a ce premier réflexe de la crainte. J'ai peur de croiser le virus, j'ai peur de toucher quelque chose qui a été touché par quelqu'un que je ne connais pas. Donc le covoiturage en difficulté, l'autopartage en difficulté, le partage d'objets de mobilité alternatifs en difficulté. Donc ça va probablement durer quelques temps. Et moi, ma conviction, qui est que la mienne, c'est que petit à petit, d'une part, les opérateurs vont s'adapter. Donc ça va coûter de l'argent, il faut être clair. Mais aussi, peut-être, on peut espérer que les usagers ne perdront pas cette habitude et n'oublieront pas l'avantage qu'ils avaient trouvé dans un contexte d'écologie à l'usage de ces objets-là. Donc, en fait, je pense que le Covid, là encore, il a procédé à un arrêt net de l'élan qui avait notamment été poussé par les grèves, mais que petit à petit, de façon prudente et progressive, d'une part, les opérateurs vont s'adapter et vont faire tout ce qu'ils peuvent pour sécuriser les clients, et d'autre part, il y a des clients qui sont en demande toujours de ça et qui vont petit à petit aussi avoir confiance et reprendre l'usage de ces objets-là. C'est ce qu'on peut espérer, en tout cas, c'est ce que disent les enquêtes. Maintenant, là encore, comme je dirais tout à l'heure en introduction, c'est la fin d'année qui va peut-être donner les tendances. Mais voilà, aujourd'hui, le Covid, il a donné un coup d'arrêt à ces systèmes-là, et ces systèmes-là sont en train de s'adapter. Peut-être certains disparaîtront, mais en tout cas, il y en a qui vont continuer d'offrir ça, parce qu'en ville, il n'y a pas d'alternative. Il faut délester un peu les transports en commun, puisque de toute façon, les transports en commun ne sont pas capables de transporter les gens compatibles avec la pandémie. Et d'autre part, sécuriser les gens sur le délestage vers des moyens alternatifs. Et ça, en ville, il n'y a pas de solution. Et moi, je reste persuadé que la voiture en hypercentre deviendra de plus en plus difficile à vivre. Voilà. C'est exactement la transition pour le scénario 2. J'ai vu, Romy, qu'on avait le temps filait. Bon. Donc la transition sur le scénario 2, tu l'as dit, Jean-François, c'est puisque nous avons cette pandémie qui pourrait avoir mis un coup d'arrêt à ce déploiement de nouvelles solutions de mobilité, est-ce que le véhicule privé peut être
le grand gagnant de l'après-Covid, peut-être dans un premier temps, hein, et là je vais répondre à la question de Mireille sur comment va s'organiser le partage R&D entre le véhicule électrique et le véhicule autonome. Un premier élément de réponse est issu de la conférence de presse du président du 26 mai 2020 qui mis en évidence 3 objectifs du plan de relance de l'industrie automobile, et parmi ces objectifs, des mesures en faveur du véhicule électrique avec la mise en place d'un bonus écologique, à la fois pour le véhicule purement électrique, pour le véhicule hybride et également pour une prime à la conversion. Et parmi les autres objectifs, évidemment la relocalisation de la production en France et surtout la modernisation des entreprises avec le plan d'investissement dans la recherche. Et cette position, ce 3e objectif a été réaffirmé le 4 juin dernier, notamment par Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui a mis une nouvelle fois en avant le soutien du gouvernement aux innovations industrielles et à la recherche, et en investissant très largement en faveur des instituts de recherche dont VDCOM fait partie, ce qui montre bien que ces instituts de recherche et VDCOM sont reconnus comme des maillons essentiels de l'innovation et de la compétitivité. Donc je pense, pour répondre à la question de Mireille, qu'il va y avoir à la fois une relance sur le véhicule électrique avec mise en place d'accompagnement en faveur du renouvellement d'une offre qui existe déjà en tant que telle, hein, même si évidemment elle demande à être précisée, mais aussi eu un investissement fort dans la recherche pour ne pas oublier ce qui a été effectué jusqu'à présent et sur ces questions de délégation de conduite. Ce qui va nous permettre de dire avec Jean-François, et je vais te laisser la parole, mais tu en as déjà un peu parlé. Tu en as déjà un peu parlé. Un petit peu, j'ai compris. Oui. Moi, à ce stade de la discussion et des échanges, moi, je voulais juste souligner que si on reparle du véhicule autonome lui-même, le véhicule autonome tel que pendant des années on l'a fantasmé peut-être, c'est-à-dire la voiture particulière qui conduit toute seule avec un très haut niveau d'autonomie, moi j'ai envie de dire 2 choses. D'une part, le prix, hein, selon les estimations de voitures d'un très haut niveau d'autonomie, c'est dans les 100 000 euros, donc c'est économiquement extrêmement difficile à acquérir. Et deuxièmement, si on parle du Covid, la voiture autonome particulière, elle n'a que l'avantage de la voiture normale. C'est-à-dire que l'autonomie en elle-même n'a pas d'apport sanitaire. C'est la voiture individuelle qui a un apport sanitaire. Donc en fait, finalement, ce que je disais tout à l'heure sur les tendances qui étaient déjà en train de se mettre en place avant le Covid, elles vont rester vraies. C'est-à-dire que la conduite autonome sur les très hauts niveaux d'autonomie n'arrivera que probablement à travers des fonctions de transport collectif plus ou moins, c'est-à-dire soit des navettes sur des itinéraires dédiés et protégés en ville, soit des robotaxis, pareil, avec un certain contrôle, je dirais, de flotte de voitures, soit sur des nouveaux concepts comme le platooning ou le pelotonnage de voitures particulières, comme ça se pense également sur les camions. Donc en fait, ça va être les premiers développements réellement industriels et qu'on verra arriver. Quant à la voiture autonome particulière, elle existera, mais jusqu'à des niveaux, je dirais au maximum niveau 3 et encore. Donc c'est tout le monde des ADAS, des assistances à la conduite, de la connectivité au service de la sécurité ou des services. Et c'est ça qui arrivera. Et ça arrivera, je dirais, quelles que soient les conséquences du Covid ou pas. C'est-à-dire que le besoin de sécurité en plus et le besoin de service, il restera vrai. Il a peut-être pris 1 an ou 2 de retard, j'en sais rien. Je ne suis pas devin. Mais c'est ça qu'il faut dire à ce stade. C'est-à-dire qu'en gros, on va voir arriver des navettes qui vont livrer des pizzas à domicile, la gestion du dernier kilomètre, des robotaxis, du pelotonnage sur autoroute. Et la voiture particulière à niveau 4 ou 5, je dirais, c'est pas pour tout de suite, mais ça ne l'était déjà pas avant le Covid. Voilà ce que j'ai envie de dire à ce stade. Moi, ce que j'ajouterais simplement d'un point de vue strictement juridique, c'est que la voiture autonome, quand on demande ce que c'est, juridiquement, ça reste un véhicule terrestre à moteur.
véhicule terrestre à moteur qui est équipé de systèmes de délégation de conduite, qui est équipé d'une part de connectivité et qui est équipé aussi d'une part d'enregistrement quand on parle des enregistrements des données. D'un point de vue strictement juridique, pandémie ou pas pandémie, la voiture autonome, elle existe déjà en réalité et elle pose déjà de quantité de questions juridiques. Et vous l'avez vu au travers de cette présentation, la pandémie a même ajouté de nouvelles réflexions en insistant sur les obligations de sécurité. Alors, petit clin d'œil peut-être du destin, ma thèse portait sur l'obligation de sécurité et l'aléa dans les assurances de responsabilité civile des professionnels. Donc, le véhicule autonome va peut-être s'inscrire aussi dans le cadre de ces obligations-là. Et un sujet qui n'avait pas encore été développé dans le cadre des études, mais qui pourrait être revenir au goût du jour, si j'ose dire, c'est ces questions-là, c'est les questions d'obligation non seulement du transporteur, mais aussi transporteur, qu'il soit privé ou public, quid des questions de marché public qui devront être passées par les autorités administratives pour pouvoir permettre la mise en place de certains services. Donc les questions juridiques, elles existent. On a aussi déjà quelques bribes de réponse parce qu'on a des régimes qui existent et un cadre qui est partiellement adapté. Et l'avenir va nous dire jusqu'où il faudra aller véritablement dans l'évolution juridique et dans l'accompagnement juridique de l'introduction à la fois du véhicule, mais également des nouveaux services. Et peut-être qu'on va pouvoir donner quelques éléments de conclusion en revenant sur cette expérimentation en Chine. Je te laisse la parole. Rapidement, parce que ce slide, je dirais, c'est juste une petite information, je dirais un clin d'œil. Je trouve intéressant de voir que la conduite autonome, déjà, elle est Covid compatible en Chine. Alors, ça peut susciter tout un tas de réactions, notamment chez moi, un peu épidermiques. Mais vous avez ici une navette autonome qui circule dans les rues de Pékin et qui mesure la température corporelle des gens qu'elle croise pour essayer de vérifier je dirais, l'étendue de l'épidémie. Donc ça, c'est un clin d'œil, mais on peut déjà faire confiance à l'innovation pour apporter des réponses qui seront Covid-compatibles. Tu peux passer au dernier slide, qui est également dans le même ordre d'idée. Moi, je pense que après le coup passé du Covid, et je dirais le principal facteur qui va être la crise économique et son ampleur, c'est ça qui va être déterminant, pas tellement le Covid en lui-même. Si cette crise économique permet quand même à certains acteurs de survivre, de réinvestir un peu, on voit déjà ici 3 exemples. J'ai essayé d'être consensuel, mais je ne suis pas européen ou mondial. On a Citroën qui lance une petite voiture sans permis, un peu sur l'idée de la Renault Twizy également qui est là, qui sont des voitures qui permettent de faire de la mobilité électrique dans les hypercentres sans permis de conduire éventuellement, à une vitesse de 45 km/h, ce qui est quand même largement suffisant par rapport à la vitesse moyenne d'un bus de transport en commun. Et puis, à droite, un véhicule Nuro, qui est un prototype de véhicule autonome qui livre des pizzas et les courses qu'on commande chez Auchan, à droite ou à gauche. Donc, l'innovation, elle va aussi apporter des réponses à des comportements qui peuvent évoluer, au moins dans un certain temps. Donc, je dirais, les choses ne vont pas s'arrêter à cause du Covid. Elles ont pris peut-être un peu de retard, mais la mobilité, elle va continuer d'être un besoin. Voilà. Merci beaucoup. Le dernier élément conclusif d'un point de vue juridique, c'est que Covid ou pas Covid, il est nécessaire de rester formé dès à présent aux évolutions juridiques qui vont être introduites par le véhicule autonome. Vous l'avez compris au sens large, non seulement le véhicule en tant qu'engin, mais aussi les services, puisque les questions, elles se sont déjà posées avant le Covid, elles vont encore plus se poser après le Covid, avec même l'émergence de problématiques qui, pour jusque-là, n'avaient pas été évoquées. Et je pense que c'est important aussi de l'avoir en tête. Il ne s'agit pas nécessairement de réinventer tout le droit, mais de véritablement pointer du doigt les évolutions qui sont nécessaires pour le déploiement de ces nouvelles technologies. Et voilà, je vais m'en arrêter là pour cette présentation. Merci beaucoup à vous deux. Je vous propose, si je peux vous garder encore quelques minutes, de regarder rapidement les commentaires et questions qu'on a et d'essayer d'y répondre en 5 minutes. On va reprendre ce qui a été posé juste avant. Donc, on avait une remarque
que alors que je me remette, une question de Fatima. Est-ce que vous pourrez demander si les infrastructures urbaines sont suffisantes pour des transports publics de niveau 4 ou plus? Alors, moi, honnêtement, je ne saurais pas véritablement répondre à cette question autrement qu'intuitivement. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais aujourd'hui, le véhicule de transport collectif urbain, il faut qu'il soit sur des voies dédiées et sur lesquelles on est à peu près sûr qu'on ne va pas faire n'importe quoi. Bon, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait suffisamment sécurisé. Parce qu'on voit aussi tous ces objets de mobilité que j'ai montrés tout à l'heure qui vont dans tous les sens. On voit des trottinettes sur les voies pour les bus, hein. Donc c'est quand même un peu touchy ça. Je pense quand même qu'il va falloir sécuriser les couloirs pour des voitures autonomes de transport collectif, sinon il va y avoir des problèmes. Merci Jean-François. On a une remarque de Traf and Drive. Petit détail pour la qualité de l'air. Certes, la pollution de proximité a baissé, mais celle de fond est restée parfois importante, notamment le pic dans les Hauts-de-France pendant le confinement. Et il nous donne la source Atmo Hauts-de-France. Voilà, c'est une information. Si vous avez envie de rebondir dessus, n'hésitez pas. Mireille nous dit que depuis le déconfinement, pas de cluster identifié dans les transports en commun. Oui, alors c'est rassurant. En même temps, d'un point de vue médical, ça s'explique aussi parce qu'on applique toujours les mesures barrières. On a toujours les masques qui ont été rendus obligatoires. Et de manière générale, pour avoir parlé avec plusieurs médecins, on constate quand même que l'été pourrait ralentir aussi le virus et que s'il devait y avoir une deuxième vague, ce serait sans doute malheureusement comme la grippe, plutôt saisonnier et qu'on le verrait peut-être qu'en octobre-novembre. Donc évidemment, on est plutôt satisfait du fait qu'il n'y ait pas de cluster identifié dans les transports en commun aujourd'hui. Ça n'empêche qu'il faut aussi quand même se poser la question de ce qui pourrait. Ça ne va pas changer grand-chose, si je puis me permettre, Yolande, parce qu'en fait, déjà nous, on ne sait pas le dire. Parce qu'on n'est pas médecin, puis que personne, à mon avis, ne sait dire exactement comment tournera cette épidémie. Moi, j'ai ma conviction que l'épidémie est finie. Il suffit de regarder la courbe de... Je ne fais pas du Didier Raoult, mais regarde la courbe d'épidémie, à mon avis, c'est en train de se terminer. Mais en même temps, ce qui va être les conséquences du Covid, c'est des nouvelles précautions qui, de toute façon, seront mises en œuvre. C'est-à-dire que on peut dire que l'épidémie est peut-être finie, mais peut-être la prochaine n'est pas commencée. Donc, tous ces opérateurs de transport et tous ces problèmes qu'on a évoqués avec Yolande pendant une heure, ils vont subsister parce que les gouvernements ne peuvent plus se permettre de se faire dépasser et prendre de vitesse, quoi. Je crois que c'est ça. Ou les opérateurs en général. Tant mieux, ça va mieux. Je vous partage du coup une recommandation de Yoast, donc une lecture de Automated Driving, Roadmap for the Deployment of Automated Driving in the European Union, que vous retrouverez juste après ce webinaire par mail. Et on finira du coup par des remarques de Traf and Drive, qui parlait du coup du décret que tu as évoqué, Yolande, qui parle de la distanciation en tout lieu et toutes circonstances, alors que l'annexe 1, je cite, « Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties ». Je continue, hein, vous rebondissez si vous voulez. C'est-à-dire que souci avec le décret, je ne vais pas critiquer les textes qui ont été pris, hein, c'est pas la première, on va dire que c'est pas la première, le premier souci, pour reprendre le terme qui a été employé, qu'on peut constater dans les textes législatifs. Effectivement, tout le monde va un peu à tâtons dans le cadre de la mise en place de ces mesures, et le législateur va à tâtons comme tout le monde. Donc le souci, c'est quoi? C'est parce que c'est tout lieu, toute circonstance, ou c'est parce que voilà, faudrait peut-être préciser davantage ce qui pose souci dans le cadre de ce décret. Je pense que ce qui pose souci pour moi, c'est véritablement comment on va mettre en œuvre ces mesures, ces contraintes législatives d'une part, et d'autre part, est-ce qu'elles sont véritablement sanctionnées? Et si elles ne sont pas sanctionnées, comment on peut les rendre véritablement effectives? Comment la mise en œuvre peut être efficace s'il n'y a pas de sanctions qui contraignent la mise en œuvre de ces mesures législatives?
Ça marche. Et du coup, pour les 2 dernières remarques, pour le véhicule particulier en hypercentre, la création de pistes cyclables temporaires ne fait qu'amplifier les difficultés. D'ailleurs, le maire de Chatou a décidé d'annuler cette mesure suite aux embouteillages. Et la dernière, et après je vous laisse rebondir, Jean-François parlait du tarif véhicule autonome en disant qu'il était cher avec 100 000 euros. Une Tesla S, c'est à partir de 92 000 euros, donc on n'est pas loin, même si le marché est un marché de niche. Je finirai là. Je ne suis pas sûr de comprendre le sens de la question ou de la remarque, hein, parce que c'est vrai qu'une Tesla, c'est cher, et c'est vrai que c'est une niche, et c'est vrai qu'en même temps, la question se pose sur les véhicules autonomes. Je rappelle qu'une Tesla, ce n'est pas un niveau d'autonomie très haut, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ils ont fait une extrêmement bonne campagne de marketing, mais une Tesla, globalement, c'est du niveau 2. Hein. Donc en fait, la Tesla, d'une part, ce n'est pas un niveau très élevé d'autonomie, d'autre part, il se trouve qu'elle a quelques accidents. Alors, le frein, tarif comme frein. Ouais, mais le tarif, bah, évidemment, le tarif, c'est. Alors, tant mieux pour les gens qui peuvent se payer une Tesla ou une Mercedes classe S, mais je dirais, si on parle de marché de masse, aujourd'hui, 100 000 euros, ça reste, comment dire, cher. Voilà. Et on va finir avec. Excuse-moi. Oui, je t'en prie. Et on va finir du coup avec une dernière remarque de Mireille. Beaucoup de sujets abordés. Le Covid-19 a exacerbé des questions antérieures, comme cela a été dit. La propreté était un problème Autolib, idem dans les transports en commun. Absolument. La qualité des services et la fiabilité des informations voyageurs, la digitalisation de la billettique. Voilà. Si la crise pouvait accélérer les processus d'amélioration, ça serait super. Eh ben, Mireille, bravo, magnifique synthèse. C'est une très bonne conclusion. Ce qui se passait avant le Covid va rester vrai après, mais certainement exacerbé. Maintenant, wait and see. Voilà, je remercie tout le monde pour votre participation active, d'avoir pris le temps de nous partager aussi des lectures et des remarques très intéressantes. Nous allons donc vous envoyer à l'issue de ce webinaire le replay, les questions et également les différents liens qui ont été abordés. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.